Règles de la pandémie. J'attends, alors je crois que Marie doit nous rejoindre dans quelques minutes, mais je pense que, comme souvent d'ailleurs à la fin d'un colloque, les horaires sont un peu contraints. On va peut-être commencer. Alors, nous avons donc une présentation qui est faite à deux voix. Patricia Long, qui est donc professeure de sociologie à l'EHESP, et Frances Poisson, qui est enseignant-chercheur à l'Université de Rennes et qui est aussi membre de la coopérative d'études et de recherche COP Esquerme, est-ce que je l'ai bien dit? Donc, et en plus, alors non seulement à deux voix, mais je dirais avec deux processus. Patricia est à distance et Frances est parmi nous, du moins parmi nous dans le présentiel parisien, on va dire. Je vous donne la parole et je vous laisse aussi vous organiser. Je ne sais pas, c'est Patricia qui commence. Bon, alors nous allons entendre d'abord Oui. Patricia. Donc. Merci Patricia, Bon, c'est à vous. ok. Bonjour, merci beaucoup. Vous m'entendez? Très bien. Alors, euh, Sylvie, merci beaucoup de nous passer la parole. Donc, on va présenter un projet que tu connais bien. Euh, donc, pour ce projet, nous avions intitulé Droits des exilés en temps de crise, hospitalité et engagement à partir du 17 mars 2020. Nous avions reçu un financement ANR, comme beaucoup d'entre vous. Et nous allons aujourd'hui vous présenter en fait les premiers résultats de ce qu'on a pu faire pour l'instant sur ce projet à partir d'un article que nous avons soumis à la revue Liens social et politique et qui s'intitule Les personnes exilées et l'action collective locale en temps de pandémie, d'une crise à l'autre. Donc, nous étions 4 personnes à participer à l'écriture de cet article, 3 personnes de la COPESCEM, donc l'organisme duquel dépend Frances Poisson, qui en est un des fondateurs, avec donc Yohan Boisardi et Mariam Mahamat, et moi-même qui travaille à l'EHESP. Cependant, au-delà de cette équipe d'écriture, l'équipe du projet était beaucoup plus vaste puisque nous étions une quinzaine de personnes à travailler dessus dans une logique de coopération entre à la fois des personnes impliquées dans une association de soutien aux personnes exilées, les coordinateurs de COPESCEM et un certain nombre d'universitaires du laboratoire à Rennes. On voulait, en faisant ça, vraiment se baser sur l'expérience des personnes exilées qui ont été considérées comme co-chercheurs dans l'enquête et se distinguer d'un processus descendant avec d'un côté des universitaires et de l'autre côté des personnes mobilisées uniquement dans leur rôle d'acteur. Donc la problématique de l'article est la suivante. Comment la gestion institutionnelle des crises, des risques sanitaires, sociaux et politiques fait-elle évoluer les actions associatives et collectives menées pour accueillir et prendre en charge les besoins fondamentaux des personnes exilées? Alors, avec cette problématique, en fait, on renvoie à 3 enjeux. Le premier, c'est de prendre en compte l'ensemble des personnes exilées. On a vraiment choisi volontairement cette nomination de personnes exilées pour ne pas se trouver enfermés dans les catégories administratives qui sont habituellement utilisées à propos de ces publics et qui tendent à opposer les personnes les unes avec les autres. Et aussi parce que c'est un qualificatif qui est porté par les associations qui interviennent dans ce champ-là à Rennes, qui est donc notre territoire d'enquête. Le deuxième enjeu, c'était d'analyser les relations qui ont été développées pendant la crise sanitaire, donc qui existaient avant, pendant, puis après la crise sanitaire, entre les associations et les acteurs publics nationaux et locaux. Et enfin, le troisième enjeu était de comprendre les tensions qui ont pu se jouer entre, d'une part, la crise sanitaire et d'autre part, la crise antérieure de l'accueil des personnes exilées dans notre pays. Alors, en introduction, ce qu'on peut vous dire, c'est quelques mots de méthodologie.
On a conduit pour l'instant 50 entretiens semi-directifs, mais aujourd'hui, on va vous présenter essentiellement les résultats qui se basent sur la première vague d'entretiens que nous avons menée auprès des associations faiblement institutionnalisées du territoire rennais, associations dans lesquelles nous avons rencontré à la fois des bénévoles, des professionnels quand il y en a, je vais y revenir, et des personnes exilées. Dans une deuxième phase, nous avons rencontré des acteurs publics, nationaux et locaux, des associations opératrices de l'État, des bailleurs sociaux. Ces entretiens sont réalisés, mais on ne les a pas encore analysés et donc ils ne font pas partie des résultats que nous présentons ici. Donc, dans un premier temps, on vous propose de s'intéresser aux systèmes d'accueil tels qu'ils ont été finalement confrontés aux nouvelles normes d'action publique liées à la crise sanitaire. On a travaillé sur 3 champs. On a travaillé à la fois sur la question de l'éducation, la question de l'hébergement-logement et la question de l'aide alimentaire. Mais pour l'article, on a mis de côté la question de l'éducation parce que c'est une question qui est peu facilement comparable. Et on a gardé les questions des solidarités résidentielles et alimentaires qui comportent des similitudes et des différences. Du côté des similitudes, ce qu'on peut dire, et ce qui est intéressant, c'est que dans le territoire rennais, on observe une coprésence d'associations opératrices de l'État, comme Coalia ou le Secours populaire, qui vont proposer notamment de l'hébergement et du logement des personnes, mais aussi de l'accompagnement administratif et tout un tas d'actions, et des associations et collectifs faiblement institutionnalisés qui s'appuient essentiellement sur des bénévoles, avec parfois un professionnel ou 2, mais qui fonctionnent essentiellement comme ça. Et ce qu'on observe, c'est que ce sont des cercles qui parfois collaborent à certaines occasions et parfois s'affrontent, y compris possiblement un peu violemment. On observe aussi des différences. Sur la question de l'hébergement et du logement, on a pu voir des crispations très importantes qui viennent notamment du fait que l'offre d'hébergement et de logement est largement inférieure aux besoins des personnes et que la réponse à ces besoins nécessite à la fois des volontés politiques et des moyens, du temps, etc. Alors que l'aide alimentaire ne semble pas connaître autant de défaillances et en tous les cas, elle semble pouvoir être traitée de manière plus souple que celle de l'hébergement. Donc, premier point de cette première partie, comment est-ce que les acteurs de l'hébergement se sont trouvés au défi de la mise à l'abri décidée par l'État en 2020. Tout d'abord, on doit rappeler qu'on se trouve dans un contexte national général marqué par, je le disais tout à l'heure, une crise de la politique d'accueil, avec un droit à l'hébergement qui est prôné par les textes, mais avec des difficultés de mise en œuvre, de nombreuses disparités locales. On doit souligner aussi une perception très négative des personnes exilées qui sont soupçonnées de vouloir profiter du système et donc, on l'a déjà dit, un nombre de places sous-dimensionnées pour ces personnes. À partir du premier confinement, l'État décide de mettre à l'abri l'ensemble des personnes non logées en mobilisant des moyens importants, y compris par des réquisitions, ce qui se fait largement en direction des personnes exilées. Ce contexte national vient percuter un contexte local dans lequel, en fait, la pénurie de logements pour les personnes exilées est finalement assez récente si on compare la situation rennaise avec la situation des villes du nord de la France ou de Paris. Un territoire dans lequel on a de nombreuses associations qui sont réunies dans une interorganisation et des associations qui vont développer des attitudes différentielles à l'égard des pouvoirs publics, faisant parfois la place d'eux ou faisant œuvre de plaidoyer pour mettre en évidence les besoins des personnes. Et puis, on a aussi un contexte qui joue beaucoup sur le paysage local, c'est une mobilisation importante de la ville et de la métropole qui a décidé, sous l'impulsion de la maire de Rennes, qu'aucun enfant ne devait rester à la rue. Et donc, qui a organisé ses propres réponses dans ce champ. Donc, ça a pour effet des mobilisations qui sont un peu particulières dans le cadre de la mise à l'abri pendant le premier confinement. Donc, en fait, à la suite de la décision de la mise à l'abri,
à Rennes sont fermés un très grand squat qui regroupait à peu près 400 personnes et les accueils collectifs de la mairie. Pour faire ça, les pouvoirs publics vont s'appuyer sur l'interorganisation dont je parlais tout à l'heure pour permettre une exécution rapide de la mise à l'abri avec des solutions qui vont être parfois adaptées, parfois moyennement adaptées. Par exemple, dans un certain nombre de cas, il n'y avait pas de cuisine dans les hôtels où ont été relogées les personnes. Elles se sont trouvées dans des situations d'isolement assez difficiles. Et ce qu'on a pu observer aussi, c'est que cette période-là a entraîné une suspension des mesures administratives, à la fois des instructions des demandes d'asile, par exemple, ou des expulsions, etc. Et pendant cette période, les associations se sont finalement concentrées sur leur rôle de plaidoyer. Et ce qu'on observe, c'est que depuis la fin des confinements, ces associations se mobilisent pour agir à plus long terme pour l'accueil des personnes exilées et favoriser des solutions pérennes. Je passe maintenant la parole à Frances qui va continuer. Étudiantes, enfin voilà, il y a une grande diversité d'acteurs et c'est vrai qu'on dit souvent les associations d'aide alimentaire, mais au-delà du Secours populaire, des Restos du Cœur, de la Croix-Rouge, il y a aussi tout un tas d'autres acteurs et notamment beaucoup aussi d'initiatives informelles qui sont nées pendant le confinement notamment. Donc il y a le petit schéma le petit visuel qui montre ces différents types d'acteurs. Il y a eu une interorganisation qui est née aussi, on pourrait y revenir après. Une des spécificités de ce secteur qu'on a choisi d'analyser en particulier par rapport aux personnes exilées, donc la spécificité de la prise en charge des personnes exilées dans ce champ-là, selon notre enquête, c'est que globalement, les personnes exilées sont assez isolées. Et donc, il y a un non-recours, mais qui est peut-être un petit peu plus fort que parmi les autres personnes. Donc, bon, le non-recours, c'est assez connu dans les politiques sociales, mais donc, ce qui est analysé auprès des personnes exilées, c'est cette forme de non-culture de la demande, où en fait, ça peut se traduire par des formes assez poussées de non-demande, en fait, d'aide alimentaire, ou même parfois, les diasporas peuvent repérer des besoins et puis agir directement auprès des personnes sans que forcément il y ait d'intervention directe d'associations. Donc en fait, les aides alimentaires elles peuvent être aussi très éclatées et dépasser le champ des associations directement. On constate que cet isolement, il a pu être parfois un peu renforcé. Donc, Patricia en a parlé un petit peu tout de suite. Une des actions de l'État, donc ça a été, vous le savez, avec le confinement, la mise à l'abri. Dans la mise à l'abri, du coup, il y a cette logique de réquisition des hôtels pour certaines personnes qui étaient non logées ou mal logées. Et évidemment, dans des hôtels, il n'y a pas forcément de cuisine. Donc ça, c'était quelque chose qui n'était pas pensé. Donc ça isole encore plus éventuellement les personnes qui habituellement ont des circuits d'aide, peuvent bénéficier de maraudes si elles sont à la rue, mais si elles se retrouvent dans un hôtel où c'est pas possible de cuisiner et où c'est pas possible de s'approvisionner non plus, ça peut être un petit peu compliqué. Donc les assos se sont réorganisés autour de ça. Donc sur la réorganisation de cette action associative, donc dans le champ de l'aide alimentaire, on peut voir différentes phases. Donc au début du premier confinement, il y a eu une interruption globalement, si ce n'est de la part du SAMU social et de la Croix-Rouge qui ont pu assurer une petite continuité, mais sur les Restos du Cœur, le Secours populaire ou les autres organisations qui interviennent habituellement, il y a eu une petite interruption. Ça s'est assez rapidement réorganisé, notamment à Rennes avec le soutien de la municipalité qui, pendant le premier confinement, a mis à disposition 2 écoles qui étaient fermées du fait du confinement pour organiser des lieux de distribution, des lieux de distribution de colis, donc de livraison de colis, de préparation pour livrer des colis. Après le premier confinement, il y a donc évidemment, on en a
entendu beaucoup parler aussi médiatiquement. Il y a eu des nouveaux besoins parce que des nouvelles précarités. Donc, il y a eu aussi nécessité de développer de nouveaux services, entre guillemets. L'exemple à Rennes, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un lieu un peu unique en fait, de distribution inconditionnelle. Donc, ça, c'est très important. C'est un des points communs avec l'hébergement. Et du coup, ce lieu, il s'est maintenu, donc il a été formé à la fin du premier confinement, et puis il s'est maintenu à partir du déconfinement, et puis il est toujours en place aujourd'hui, et puis il accueille toujours énormément de monde. L'État est intervenu aussi au niveau financier, donc moins directement dans l'action, mais la politique d'aide alimentaire, c'est une politique qui est financée par l'État, par des fonds européens qui transitent par l'État. Donc l'État est intervenu en complément plutôt au niveau financier dans un second temps. Maintenant, je vais plus parler de la comparaison donc, entre le champ des aides alimentaires et du logement, donc des précarités résidentielles et alimentaires, parce que c'est les deux champs qu'on a choisi de comparer, notamment du point de vue des relations entre acteurs associatifs et acteurs publics. Donc sur la question des crises, donc parce que c'est de ça dont on parle, donc comme Patricia en a parlé tout à l'heure rapidement, on est sur des temporalités qui sont un peu différentes. Donc la crise de l'accueil, en fait, elle est au long cours, donc elle existe depuis au moins une dizaine d'années. Et il y a certains chercheurs qui parlent de crise des solidarités aussi, dans crise de l'hospitalité parfois. Et donc là, nous, on arrive dans un contexte où c'est une nouvelle crise en fait qui vient percuter un peu cette crise et puis qui a ensuite des effets sociaux, donc une forme de crise aussi sociale qu'il peut y avoir après ce confinement. Et donc ça nous intéresse de voir en fait comment cette crise elle vient re-questionner des systèmes qui étaient déjà en crise. Donc ce qu'on constate, donc ça nous a intéressé particulièrement, c'est qu'en fait, il s'est passé quelque chose que les assos demandaient depuis tout un tas de temps, c'est-à-dire que globalement, pas tout le monde, mais presque, a été mis à l'abri. Donc la mise à l'abri qui est logique du point de vue du confinement, parce que forcément, il y avait des personnes qui n'étaient pas confinables, donc s'il n'y avait pas une action publique dédiée, donc les personnes à la rue ou les personnes mal logées qui étaient en squat, voilà. Donc finalement, il y a eu l'apparition de l'hospitalité comme un impératif politique qui est, c'est pas anodin parce que par exemple, on a enquêté auprès d'un squat donc qui accueillait entre 150, 200, 300 personnes selon les périodes et qui était dans un état, qui était totalement insalubre, où il y avait un dépistage qui devait être fait sur des cas de tuberculose et il n'y avait pas de mise à l'abri envisagée avant la crise du coronavirus. Et là, quand le confinement a été décidé, finalement, la mise à l'abri, elle s'est faite relativement rapidement avec un suivi pour les personnes du fait du Covid. Donc ça a permis ça. Et l'enjeu, il était sanitaire. Les arguments, en tout cas, ils étaient sanitaires, donc pour limiter les risques de transmission. Et puis, une partie aussi de risque politique, parce que c'est vrai que quand il y a un foyer peut-être de 300 personnes qui vivent dans des conditions d'insalubrité, on peut se dire qu'il va y avoir des mobilisations comme il y en a eu un petit peu. Donc finalement, on a repris un cadre un peu juste pour expliquer très rapidement, donc assez classique sur l'apparition du problème public, donc avec l'identification du problème, le cadrage, la justification, la popularisation et la mise en œuvre. Donc là, on a refait un petit schéma qui permet de montrer un peu comment ce problème public, des précarités résidentielles et alimentaires, il est apparu finalement sur la période du premier confinement. Donc c'est le cadre proposé par Éric Neveu. Je passe rapidement parce qu'il ne me reste plus beaucoup de temps, mais on pourra y revenir après si besoin. Donc une des questions toujours qui nous intéresse aussi, c'est le rapport entre finalement la gestion plutôt centralisée et puis les initiatives politiques locales. Donc en fait, du point de vue ça a été dit dans plusieurs présentations, notamment les deux du début d'après-midi, peut y avoir toujours des tensions, et là on le constate dans les questions autour de la mise à l'abri. Le confinement ayant été décidé par l'État, la mise à l'abri, c'est la compétence de l'État. Et puis l'hébergement d'urgence, c'est la compétence de l'État. Et donc, logiquement, c'est l'État qui agit. Il y a pour autant des initiatives politiques locales. Et dans le champ de l'aide alimentaire, ça paraît un petit peu plus
fluide, limpide. Mais dans le champ de l'hébergement, il peut y avoir aussi une forme de continuité associative qui a pu s'organiser tout au long à partir du premier confinement et après. Globalement, donc ce que je disais, c'est qu'on constate plutôt une gestion centralisée pour les questions d'hébergement. Une des questions qu'on peut se poser, c'est comment les citoyens peuvent être mobilisés dans cette période ou auraient pu être mobilisés dans cette période. Ils l'ont été à la marge, mais globalement, quand on compare au champ de l'aide alimentaire, ils sont vraiment beaucoup plus à la marge que sur les questions d'hébergement. Ils ont été mobilisés, par exemple, sur ce que je disais tout à l'heure, quand il s'agit d'approvisionner les personnes qui sont isolées dans des hôtels, il y a des bénévoles en fait qui font ça finalement, parce que l'État n'a pas forcément pensé à ces aspects-là, mais ils ont plutôt agi indépendamment en fait de l'État, et l'État n'a pas forcément pris en compte leur capacité d'action. Sur le champ de l'aide alimentaire, c'est très différent, notamment du fait que la ville de Rennes était en appui à la coordination d'une interorganisation d'aide alimentaire. Donc là, il y a beaucoup d'éléments différents, mais du coup, il y a à la fois la ville de Rennes qui s'est mobilisée, elle, pour maintenir des services donc, de restauration collective qui étaient interrompus du fait de la fermeture des écoles pour refaire de la distribution par les associations. Et puis, du coup, engager différentes actions publiques à partir des réseaux en fait, de solidarité qui étaient organisés par les associations. Et donc, là, à ce niveau-là, on peut dire que l'État, il est perçu dans le champ de l'aide alimentaire de manière un peu plus distante. Et donc, c'est vraiment plutôt la municipalité qui a pu coopérer avec les bénévoles et les assos. Conclusion. Une petite minute pour la conclusion. Donc, ce qu'on disait, c'est que le confinement a engendré la mise à l'abri, qui est marquée pour nous par une absence de conditionnalité. Donc, tout le monde était mis à l'abri, et puis, quasiment tout le monde était mis à l'abri et pouvait avoir de l'aide alimentaire. Il y a des moyens supplémentaires qui ont été engagés. Et finalement, après tout ça, la question, c'est comment ça peut se maintenir. Donc ça, on essaye de le voir aussi. Et ça se maintient globalement dans le champ de l'aide alimentaire. Dans le champ de l'hébergement, c'est plus compliqué. Et donc finalement, il y a des remises à la rue, voilà, mais ça a pu quand même poser cette question en fait de l'inconditionnalité et des critères en fait qui permettent d'héberger, de loger les gens, parce que l'hébergement d'urgence, comme ça a été dit au début, c'est normalement une compétence de l'État, et du coup, toute personne qui est à la rue devrait être logée selon le code de l'action sociale. Merci. Eh bien, merci beaucoup. Moi, j'avais une remarque avant les questions. C'est pas une remarque, c'est plutôt ça fait du lien notamment avec la communication de Luc Berlivet et de Jean-Paul Godillère d'hier sur les questions de crise. Parce que là, crise du logement, en fait, la crise préexistait. Et paradoxalement, la crise sanitaire a pu résoudre de manière temporaire, d'après ce que je comprends, des crises qui étaient, en tout cas, codifiées comme crise, mises en scène comme crise. Et c'est intéressant, parce que là, clairement, on est... vous l'avez utilisé, le terme crise, sous différents aspects, et ça fait totalement écho à ce qui a été présenté hier. Donc c'est plus un commentaire, mais parce que c'est intéressant que des communications puissent faire écho les unes aux autres. Alors, y a-t-il des questions ou des remarques ? En sachant qu'il y aura peut-être que 5 minutes de questions, parce que il y a des contraintes horaires qui commencent à devenir impératives. Si les questions arrivent. Comment ? D'accord. Bon. Alors, j'ai vu les doigts, mais après, je les ai vus. Si vous baissez les doigts, je ne vois plus. Bonjour, merci pour l'intervention. Une question qui porte sur la diversité des acteurs. Je suis politiste, je travaille dans le cadre du projet Néo Solidaire, et on s'est intéressé au processus d'aide alimentaire et de distribution alimentaire, et on a été relativement surpris de constater qu'en fait, malgré un discours politique qui portait sur les nouveaux élans de solidarité, en fait, il n'y avait pas d'émergence de nouveaux acteurs. C'était plutôt des acteurs institutionnels classiques, et voilà, pas de nouveaux acteurs dans ces réseaux-là. Vous avez constaté la même chose ou autre chose ?
Non, enfin alors nous, je pense que c'est très spécifique à Rennes, mais ce dont je parlais donc sur le village alimentaire, qui est en fait une coordination d'acteurs, donc qui rassemble tous les réseaux qu'on a mentionnés, à la fois par exemple les épiceries sociales étudiantes, les initiatives bénévoles, le Crous, enfin des acteurs publics, des acteurs associatifs. Ça a été porté par un acteur, donc une asso, qui travaillait plutôt sur l'hébergement, mais qui existait quand même déjà auparavant, mais qui là a pris le rôle de coordination sur les questions alimentaires. Donc c'est une asso qui faisait des maraudes, donc qui travaillait déjà un peu sur la fourniture de besoins fondamentaux pour les personnes à la rue, mais là du coup qui a pris vraiment une orientation, tout en continuant à travailler sur les questions du logement et de l'hébergement, qui a vraiment travaillé davantage sur l'alimentation. Et après, on n'a pas fait un suivi, on a vu au début certaines initiatives apparaître. Donc, comme je disais, il y a des initiatives très informelles, notamment dans les diasporas. Donc, il y a des initiatives autour de... il y avait une asso autour d'une mosquée qui faisait de la distribution. Il y avait une asso nationale aussi qui est née pour eux, qui mettait en lien des personnes qui cuisinaient avec des personnes à la rue. Mais on n'a pas forcément suivi sur le long terme ces organisations-là. Après, ce qu'on nous a dit pendant les entretiens, notamment au village alimentaire, c'était que il y avait eu une recrudescence de bénévoles pendant le confinement, avec des nouvelles personnes qui s'engageaient auprès de ce regroupement d'associations. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez juste nous dire un tout petit peu plus sur le fait que l'État n'ait pas pris en compte la capacité d'action des associations face à, dans la gestion de la pandémie, s'il vous plaît? Oui. Alors, en fait, il faut peut-être distinguer. En fait, l'État s'est appuyé, comme d'habitude, en fait, sur les associations les plus institutionnalisées, comme ses partenaires habituels, disons. Mais notamment dans le champ de l'hébergement et du logement, comme je le disais en première partie, il y a vraiment des tensions assez importantes, même au sein du secteur associatif, et l'État ne s'est pas, ou très peu, appuyé finalement sur les associations les plus faiblement institutionnalisées, alors même que elles ont proposé et mis en œuvre d'ailleurs toute une série de solutions, notamment l'hébergement solidaire ou l'hébergement chez un tiers, etc. Donc, et les squats, puisqu'ils n'ont pas tous été fermés. Donc, en fait, il y a une division un peu du champ, en fait, qu'on voit apparaître à l'occasion du confinement. Mais Française, tu voulais peut-être ajouter des choses? Oui, en fait, il y a eu des coopérations forcément quand même entre l'État et les assos. Après, du coup, pour l'exemple du gros squat là, dont je parlais tout à l'heure, c'était un peu des coopérations obligées. Enfin, c'est un squat qui était géré par des bénévoles, mais pas par une association déclarée en tant que telle. Donc là, par exemple, l'État devait forcément en fait agir avec les personnes, parce qu'en fait, sinon, c'est des histoires de mobilisation aussi collective et politique, et du coup, c'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est quelque chose de classique aussi dans l'analyse des crises sanitaires. Quel est le risque politique à évacuer ou ne pas évacuer le squat? Ça se pose comme question. Donc, il y a pu avoir quand même des collaborations, même sur le secteur de l'hébergement. Bien, merci. Je crois qu'on peut passer à la toute dernière présentation. Merci Patricia. Merci à vous. Merci pour l'appui technique. Simplement parce que j'ai une contrainte de train. Clairement, je vais sans doute faire officier au début, pardon, et à un moment disparaître, d'ici une demi-heure. Donc malheureusement, je préfère vous le dire d'avance.
Il faut dire que moi-même, je suis en remplacement d'eux, Madame Marine Boisson-Cohen, donc c'était pas trop prévu dans mon agenda que je participe. Alors, en tout cas, on est très heureux d'écouter, d'écrire, alors un très long titre, d'écrire et analyser les expériences de terrain en temps de pandémie, étude des questions relatives au confinement, aux fins de vie et à la mort dans les EHPAD lors de la première vague de Covid-19 en France. Au moins, c'est très précis. Oui, voilà, c'est ça. C'est long, mais précis. Merci beaucoup, merci Marie pour cette invitation à ce colloque et à tous les organisateurs qui ont permis que ce soit possible et à tous les intervenants. Donc on va parler à deux personnes, mais en réalité donc on représente un collectif d'une vingtaine de chercheurs qui travaillent depuis plus d'1 an maintenant sur cette recherche. Donc je vais vous présenter. Alors attendez, il faut que je me coordonne déjà. Alors. Voilà, je vais vous présenter dans un premier temps le contexte de l'étude, la méthodologie et quelques questionnements d'ordre éthique qu'on a pu se poser au démarrage de cette étude. Et puis, je passerai la parole à Gaëlle Clavandier qui nous présentera des premières pistes d'analyse sur les questions de la fin de vie. Alors, je ne vais pas m'attarder tellement sur cette diapositive parce que finalement j'ai l'impression que ça a été quelque chose qui a été soulevé par d'autres déjà avant moi, mais c'est une étude qui a été montée en urgence, si on peut dire. Donc dès fin mars 2020, le ministère de la Recherche missionne la plateforme nationale pour la recherche sur la fin de vie que je dirige et qui est coprésidée par Marie Gaille et par Régis Aubry pour initier, lancer et coordonner une étude nationale qualitative sur la question de la fin de vie, des décès et du deuil dans les EHPAD. Sachant que pour eux, c'était vraiment l'idée de dire, voilà, on sent que c'est là que ça brûle, c'est là qu'il y a un sujet qui va poser problème, et donc c'est là qu'il faut aller investiguer. Donc on a très rapidement, aussi dans l'urgence, constitué ce collectif de chercheurs, rédigé le protocole. C'est le CHU de Besançon qui est le promoteur de cette étude, donc on colle à des protocoles de recherche clinique pour faire pourtant de la recherche en sciences humaines. Donc on a dû faire tout ce travail-là très rapidement et aussi monter tous les outils d'enquête, les grilles d'entretien, etc. Enfin, vous voyez de quoi je veux parler. Et évidemment, travailler et monter tout ce projet sans avoir encore les financements et dans un contexte de télétravail, de mode de travail dégradé qu'on a tous connu pendant le premier confinement. On a reçu le soutien du comité CARE Covid-19 et en gros les financements sont arrivés en juillet et il y a eu encore pas mal de temps avant qu'ils soient opérationnellement dans les salaires des personnes qui travaillent. Et la durée initiale de l'étude était prévue de 12 mois. En tout cas, c'est ce que aurait souhaité et c'est ce que souhaitait le ministère de la Recherche à l'origine de cette étude. Au début de cette étude, je veux dire. Donc on a que ce collectif de chercheurs, je ne vais pas pouvoir les citer un par un parce qu'ils sont nombreux, mais pour aller voir sur le site de la plateforme, il y a tout le détail dans 6 régions métropolitaines, donc en Auvergne-Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche-Comté, Bretagne, Grand Est, Hauts-de-France et Île-de-France. Et on a aussi un conseil scientifique interdisciplinaire de 13 personnes. Et on a parmi ces chercheurs, qui sont des chercheurs en sciences humaines, principalement en sociologie, anthropologie, mais aussi quelques-uns en psychologie et en philosophie. Et certains sont titulaires et d'autres sont contractuels avec toutes les problématiques qui ont été déjà soulevées avant moi, que ça peut représenter. Alors les objectifs de l'étude sont à l'instar du titre de ce colloque, de documenter, de décrire et d'analyser de manière qualitative les expériences vécues des personnes sur le terrain à chaud pendant la première vague. Donc on s'est concentré sur cette première vague du printemps 2020. Autour donc de la manière dont ils ont fait face à l'accompagnement de la fin de vie, au décès et au deuil. Donc on a pu rencontrer et réaliser des entretiens semi-dirigés avec des acteurs de terrain, principalement des professionnels, des familles et des proches, et quand ça a été possible, des résidents. Donc en termes de la finalité de l'étude, évidemment, c'est déjà de documenter, c'est-à-dire de constituer ce corpus, de pouvoir garder trace, de pouvoir faire mémoire du phénomène pendant qu'il est en train d'advenir, in situ et en temps réel, d'essayer d'avoir vraiment, de ne pas louper le coche, pour parler comme ça, de décrire aussi et de bien donner à voir les situations dans leur diversité à l'écart du filtre médiatique, parce que si vous vous rappelez, il y a 1 an, les EHPAD et encore aujourd'hui ont été très largement médiatisés autour de cette question, contribuer à la connaissance de la fin de vie, bien sûr, dans ces temporalités extraordinaires, dans une temporalité de crise sanitaire. Et puis, on l'espère pouvoir mobiliser des résultats pour proposer des dispositifs d'accompagnement de la fin de vie en situation de crise.
En termes de méthodologie, donc c'est ce que je vous disais, ce sont plus de 260 entretiens qui ont été réalisés, donc dans un premier temps par téléphone, en visioconférence, et puis après le déconfinement, donc à partir de la mi-mai 2020, ça a été possible aussi parfois d'aller sur site quand les EHPAD le permettaient, sachant que l'accès aux EHPAD était prioritairement ouvert aux familles quand ils ont commencé à rouvrir, donc les chercheurs n'étaient pas les premiers sur la liste pour pouvoir rentrer. Mais ceci dit, ça a été possible dans certains EHPAD, et il y a également des observations qui ont été faites dans certains EHPAD sur site. Vous avez là deux de nos collègues chercheuses qui étaient dans un EHPAD à qui on a fourni des surblouses faites maison par des associations qui aidaient les EHPAD à ce moment-là. Les chercheurs ont pu prendre contact avec les EHPAD, ça aussi ça a été un point assez important du démarrage de l'étude, c'est comment mettre le pied dans la porte et comment rentrer dans les EHPAD. Donc ça s'est fait par les réseaux régionaux ou locaux des équipes mobiles de soins palliatifs, de gériatrie, mais aussi les réseaux professionnels et personnels des chercheurs. Donc c'est aussi avec nos réseaux personnels qu'on a pu parfois pouvoir rentrer dans les EHPAD. Donc au total, voilà, 264 entretiens, principalement avec les professionnels, mais aussi avec 46 proches, 43 résidents, et puis des proches endeuillés, où là il y a eu 2 séries d'entretiens. Un entretien réalisé proche de la date du décès et un deuxième entretien 6 mois après, pour pouvoir appréhender un petit peu l'évolution de la situation et de leur vécu. Alors je regarde le temps qui me reste parce que... Voilà. Alors, documenter, décrire, analyser en temps de crise, ça nous a quand même posé effectivement des questionnements éthiques au démarrage. On était un petit peu inquiet de solliciter des acteurs dans les EHPAD sur fond d'épuisement professionnel qui était déjà connu de longue date dans les EHPAD. Et ce sur quoi s'ajoutait un contexte inédit de crise. Et comment proposer la participation à une recherche à des familles qui étaient coupées de leurs proches et encore plus à des personnes qui pouvaient être endeuillées. On pouvait évidemment, en effet, présupposer que participer à une recherche était pour eux le risque d'ajouter une sollicitation supplémentaire à une situation qui était déjà difficile, d'épuisement, d'incertitude, de crise, de confinement, de détresse et de deuil, et aussi un risque d'incompréhension concernant l'intention et les objectifs de l'étude. On avait peur, par exemple, que certains EHPAD aient une réaction de colère en disant mais en fait on est en difficulté depuis des mois, depuis des années, il a fallu une crise sanitaire pour qu'on s'intéresse à nous, les EHPAD, pour être enfin visibles. Voilà. Et ou d'instrumentalisation aussi de leur situation à des fins de santé publique et de politique. Finalement, ce qu'on a constaté, c'est certes parfois des difficultés à rentrer, à prendre contact avec certains EHPAD, mais la raison, c'était une raison classique de manque de temps. On a constaté qu'il était facilitant de passer par les réseaux professionnels ou personnels, un taux de refus ou de perte de vue qui était classique par rapport à d'autres études sur le sujet, et une forte volonté de témoigner, de raconter. Il y a eu parfois même des demandes spontanées de participer à l'étude, soit de la part des EHPAD, soit de familles, et puis une attente forte par rapport aux résultats. Non, c'est pas là, j'ai du mal. Voilà. Alors, pour terminer, documenter, décrire, analyser en urgence, est-ce que c'est possible? Alors j'ai envie de dire que documenter, oui, la preuve c'est qu'on l'a fait, c'est-à-dire qu'on a été capable de récolter ce corpus d'un point de vue qualitatif, d'aller sur de réaliser ce terrain et de réaliser ces entretiens. Il y a eu une mobilisation vraiment importante et une implication des SHS dans cette recherche sur la Covid-19. D'abord d'ailleurs sans financement et avec des contraintes administratives vraiment chronophages. Et donc je tiens encore à nouveau à remercier tout le collectif de chercheurs qui travaillent sur cette étude depuis, avec persévérance. Et on a conscience de la nécessité d'avoir des résultats rapides pour pouvoir donner des clés de compréhension qui soient cohérentes avec la temporalité de la crise, et en même temps, pour bien comprendre un phénomène, une analyse rapide n'est ni souhaitable ni possible. Donc je termine avec cette citation de la tribune qui a été publiée dans Libération en octobre dernier, qui s'intitulait « La méthode scientifique n'est pas soluble dans l'urgence ». La renonciation aux règles de la méthode scientifique et à celle de la recherche clinique en raison de l'urgence sanitaire, de la pression politique, médiatique ou de celle de l'opinion publique serait lourde de conséquences néfastes. Pour ne pas s'exposer à ce risque, les pouvoirs publics doivent s'engager résolument en faveur d'une recherche exploratoire non finalisée qui offre la meilleure garantie de pouvoir disposer de connaissances mobilisables et transposables en temps de crise. Voilà, je vais passer la parole à ma collègue qui va vous présenter des premières pistes
d'analyse sur la fin de vie. Merci à toi. Donc les premières analyses que je vais vous proposer sont centrées sur la question de la fin de vie, du décès et du deuil, en se centrant plus particulièrement aujourd'hui sur la question des décès. Alors pourquoi puisque c'est oui. Donc là, les analyses sont en cours. Au milieu ? Parfait. Ah oui, vous avez raison. Alors, pour reprendre les éléments que vous a donnés Élodie à propos des 3 temps qui sont aussi les temps du colloque, cette nécessité de documenter cette crise sur la question notamment des décès, elle était aussi en lien avec la situation de la canicule. C'est-à-dire qu'une crise peut faire écho à une autre crise. Donc, à la fois des crises qui sont des crises latentes, mais également des crises, et là en l'occurrence des crises de mortalité, avec, pour répondre aussi sur la question de l'analyse, une vision aussi alarmiste des médias et une volonté aussi politique d'avoir des résultats très rapidement. Alors notre difficulté sur cette question-là a été aussi de parvenir à ne pas pouvoir, on ne pouvait pas rentrer dans les établissements sauf situation particulière. Et donc ça a nécessité pour nous, dans le recueil des données, notamment du point de vue des entretiens, d'avoir accès à des éléments d'ordre pratique. Donc on n'était pas seulement dans le discursif, il fallait aussi aller au plus près des pratiques pour justement être dans la capacité à décrire et à observer. Donc peut-être aussi, avant de rentrer dans le vif du sujet et dans les entretiens, je vous mets un petit peu en jambe, parce que les extraits vont être un petit peu douloureux et difficiles. Vous allez comprendre pourquoi, puisqu'on est quand même dans une situation qui est particulièrement difficile. On est dans un contexte de très forte incertitude. On l'a dit à plusieurs reprises, incertitude du point de vue des acteurs, incertitude du point de vue des textes réglementaires et de l'application de la réglementation. On a également cette incertitude, elle se traduit sur la redéfinition des tâches, par exemple, entre les acteurs, l'absence des familles qui sont des partenaires privilégiés dans les EHPAD qui n'étaient pas présents durant cette période-là, des moments de tension qui se traduisent sur les questions funéraires, on va le voir dans quelques instants. Donc la difficulté aussi, et c'est quelque chose que vous devez aussi avoir en tête, et ce graphe le permet de le visualiser, très forte incertitude aussi sur les causes de décès. Est-ce que les personnes sont décédées ou non du virus? Et sur la première période sur laquelle on intervient, vous voyez, il y a autant de décès dans les EHPAD, suspicion de Covid ou Covid avéré. Donc contexte de profonde incertitude. Et un autre point que vous n'avez peut-être pas en tête, qui, pour des spécialistes travaillant sur la question du décès, on a une unité de lieu. Donc là, unité de lieu, tout se déroule soit dans la chambre de la personne, soit en marge de la chambre, mais jusqu'à la mise en bière, alors même que les mises en bière habituellement ne se déroulent absolument pas au sein des établissements avec un transport de corps. Donc cette unité de temps et d'espace est absolument essentielle pour comprendre qu'il va y avoir des frottements entre le soin et le funéraire, et ça pose effectivement des questions éthiques. Donc ce que je vous propose très rapidement en quelques diapos, c'est de rentrer d'un point de vue discursif sur des extraits d'entretien, mais également de percevoir ce que ça implique en termes de pratique. Donc là, je pars du moment du décès et on va aller jusqu'à la vision des familles. Je vais aller très vite, évidemment, pour que l'on puisse discuter éventuellement quelques minutes ensuite. Donc sur la manipulation des corps, vous ne le savez peut-être pas, mais des gestes qui sont habituellement courants n'ont pas pu être réalisés. Les toilettes funéraires étaient proscrites, mais vous voyez, ça va beaucoup plus loin, puisqu'on est dans des situations où, dans le contexte d'une mise en bière immédiate, là on est sur un premier décès Covid au sein de l'établissement, javélisation du corps et mise en housse, donc ça c'était quelque chose qui était réglementaire, mais placement dans un cercueil en zinc, alors même que ça ne se justifiait pas d'un point de vue réglementaire. Donc là, les personnes nous disent, on est dans une application du principe de précaution et on va au-delà de ce que nécessitent les recommandations
recommandation légale, avec toutes les questions qui se posent du point de vue des soignants, puisque là ce sont des soignants qui témoignent, et vous voyez que dans ces extraits-là, on a à la fois des éléments qui sont de l'ordre des pratiques, mais également le sentiment des émotions, des perceptions et les doutes des acteurs qui sont perceptibles. Donc là, la question se pose également de la présence des proches avant la fermeture du cercueil. Dans un certain nombre de situations, les mises en bière immédiates ont eu pour effet des fermetures de cercueil dans certaines situations quelques minutes ou 1 heure après le décès, dans d'autres cas jusqu'à 24 heures. La question est de savoir est-ce que la famille peut être présente avant la fermeture de la housse et avant la pose des scellés éventuelle sur le cercueil, ou en tout cas avant la mise en bière. Et donc là, vous voyez les arbitrages des professionnels. C'est une infirmière qui témoigne et qui dit que quand les familles en faisaient la demande express, qui était une demande quasi vitale, en disant si je ne peux pas voir, ça va être terrible pour moi, elle mettait en place un certain nombre de possibilités, et notamment de voir le corps. Et quand ça n'était pas fait, la famille arrivait et le cercueil était déjà fermé, avec des recours ultérieurs, avec des conflits ultérieurs. Et là, on voit les tâtonnements de cette personne qui dit que c'est très difficile à entendre les critiques des familles et donc cette difficulté sur la durée de la relation avec les proches à distance et à proximité. Ensuite, sur l'annonce du décès au sein de l'EHPAD pour les autres résidents. Donc là, on voit aussi des ajustements qui sont importants, notamment sur les rituels funéraires et sur le partage de ce temps-là. Et donc là, on voit que ce qui est possible, c'est ce qui est de l'ordre, une nouvelle fois, du dialogue, de la parole. En revanche, par rapport aux mesures barrières, on en a parlé ce matin, et puis vous en avez parlé vraisemblablement hier également, tout ce qui relève, vous voyez, là par exemple, on ne se passe pas le micro, par exemple. Bon, ben, là, tous les gestes étaient impossibles, et des petites attentions qui faisaient partie de la ritualité funéraire au sein de l'établissement, du point de vue des résidents, ne sont pas possibles. Et dans un certain nombre d'établissements, d'ailleurs, il n'était pas dit aux résidents qu'il y avait des décès. Donc là, les annonces sont variables en fonction des établissements, et elles se font par le biais du langage et pas par le biais de gestes. Or, la ritualité funéraire passe évidemment par des gestes également. La question est de savoir aussi jusqu'où on va en tant que professionnel quand les familles ne sont pas là ou ne veulent pas venir, parce que certaines ne veulent pas venir parce qu'elles ont peur de la contamination également. Et donc là, c'est une psychologue qui parle à propos de l'investissement et de la charge émotionnelle des soignants et qui nous explique qu'il y a des promesses, des engagements qui sont faits au moment d'ailleurs du processus de fin de vie et tout l'accompagnement jusqu'à éventuellement réaliser des toilettes funéraires alors même qu'elles étaient parfois interdites. Donc sur les dépassements de tâches, sur qui fait quoi, comment, sur les arbitrages. Et on voit tout ce que ça pose à la fois au niveau des gestes, mais également d'un point de vue éthique, jusqu'où va le soin. Et c'est aussi la distinction que l'on fait sur le care, enfin le prendre soin et le soin curatif. Et là, on voit, notamment chez les infirmières et les aides-soignantes, que le prendre soin nécessite d'aller plus avant dans la démarche d'accompagnement des défunts et de traiter le corps mort comme une personne. Donc ça, du point de vue du droit, c'est aussi intéressant de voir jusqu'où va la notion de personne et la personnalité juridique, mais ce n'est pas le lieu de la présentation d'aujourd'hui. Ensuite, je crois que c'est l'avant-dernière diapo, c'est la question de la transmission du corps, puisque j'ai pris le soin de vous expliquer qu'on était habituellement dans un transport de corps, donc les corps circulent. Là, ils ne circulent pas, ils restent au sein de l'établissement. Et les opérateurs de pompes funèbres viennent le chercher, le corps, le manipulent dans l'établissement. Et vous voyez les incompréhensions réciproques, également la question de la contamination des espaces, puisque là, en l'occurrence, d'habitude, le cercueil ne rentre pas dans l'établissement. Là, il rentre. Et vous voyez les descriptions qui sont faites d'une... Là, c'est une aide-soignante qui explique comment les choses se passent dans sa région. Et
dans son EHPAD et ce que cela implique. Ils sont dans un moment d'intense, de très forte intensité de travail. Il y a énormément de décès dans l'établissement et donc les opérateurs funéraires arrivent. Donc c'est souvent ce que vous avez entendu, enfin, je pense que c'est des termes que vous avez entendus sur les tenues de cosmonautes et également des protections qui sont prises alors que les professionnels au sein de l'établissement n'avaient pas accès à ces dispositifs de protection pour elles-mêmes. Donc ce décalage, il est très significatif et vous le voyez, il n'y a jamais eu de mise en bière sur l'établissement, sur le lieu de vie. Donc là, la contamination des lieux de vie et des lieux de décès et qui pose des problèmes spécifiques à partir du moment où des signes extérieurs, on a parlé tout à l'heure de la question de la matérialité à propos du masque et notamment de l'aspect matériel. Et là, en l'occurrence, le cercueil focalise toutes les attentions à ce propos puisque c'est difficile de ne pas voir un cercueil. Oui, il y avait juste une dernière diapo avant la conclusion. C'est le point de vue, évidemment, qui est essentiel, celui des personnes endeuillées, celui des proches. Et vous le voyez, là, j'ai choisi cet extrait d'entretien parce qu'il me paraît assez significatif. Donc là, on est dans une situation où une femme perd sa mère, donc c'est le décès de sa mère, qui est en une unité de vie protégée et qui est atteinte de la maladie d'Alzheimer. Et elle m'explique que le deuil commence avant même le décès de sa mère. En revanche, ce qui est extrêmement difficile ici, c'est que sa maman avait tout prévu. Donc tout était organisé, donc elle n'a pas beaucoup de latitude et en plus elle a un doute sur ce qui s'est passé. Et là, vous voyez, y a des trucs qui m'interpellent. Je savais pas, moi je savais pas, je savais pas. Et c'est écrit sur les papiers, mais là-dessus, j'ai pas trop su. Et en fait, tout au long de l'entretien, on voit ce décalage entre tout était verrouillé. Elle ne pouvait pas avoir de latitude, et notamment sur la question de la dispersion des cendres au jardin du souvenir. Donc elle m'explique que c'est douloureux pour elle. Et dans le même temps, elle a un doute. Elle a un doute sur le fait que c'est bien sa mère qui est dans le cercueil et elle a un doute sur les soins qui ont été éventuellement réalisés. Donc ces doutes-là, ces incertitudes, c'est quelque chose que l'on a repéré sur l'ensemble des entretiens. Donc pour terminer, la dernière diapo nous montre et confirme des choses qui ont déjà été dites au moment de ces 2 journées qui sont absolument passionnantes. C'est la grande variabilité des situations, c'est la grande variabilité des lieux et qui varie donc en fonction des conditions sanitaires. Est-ce qu'il y a des cas de Covid dans l'établissement? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a une surmortalité avérée ou est-ce qu'elle est toute relative? Est-ce qu'on a des établissements qui sont adaptés en termes d'espace pour créer des espaces Covid et des espaces non Covid? Donc il y a une très grande variabilité aussi en termes de ressenti et aussi une très grande variabilité de la latitude prise par les professionnels. Et là, je pense notamment aux travaux de Dominique Mémy sur la question du gouvernement des corps, mais aussi, vous voyez, sur on a beaucoup parlé aujourd'hui de l'État jusqu'aux collectivités locales, mais on peut aussi, il y a des latitudes, des marges d'ajustement et des bricolages au sein même des établissements par les acteurs. Ça, c'est quelque chose qui est très important. Et des questionnements sur la légitimité de réaliser certains gestes, également l'idée qu'il faut rester en phase avec les règlements, puisque c'est difficile aussi de tout faire voler en éclats, mais il y a quand même déjà des ajustements importants. Et c'est aussi les questionnements qu'ont les acteurs sur ces possibilités et ces impossibilités, et sur les éventuelles situations de rupture de confiance, mais également qu'est-ce que tout cela va avoir comme conséquence, notamment sur le processus de deuil, dans un environnement où les médias étaient très virulents sur cette question, d'une part sur les EHPAD, mais également sur le processus de deuil, en parlant de deuil entravé, de deuil nécessairement pathologique, alors même que c'est pas ce que l'on observe de manière massive dans les situations que nous avons documentées. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était effectivement une dernière intervention
qui va entraîner des méditations. Voilà. Alors, les temps sont comptés, mais nous allons quand même pouvoir poser des questions à Élodie Cretin et Gaëlle Clavandier. Simplement, le temps de façon à ce qu'on puisse quand même terminer dans les formes, je voudrais, s'il vous plaît, appeler ici à la tribune mes collègues qui représentent le réseau national des MSH, l'INED, le HESS, qui sont là, voilà, qui sont impliqués dans la plateforme, Sylvie Olitro, parce que je voudrais les remercier pour leur engagement, déjà personnel en tant que chercheuses et chercheurs, mais aussi pour leur engagement institutionnel. Ce sont avec elles et eux que nous avons co-conçu le programme du colloque. Donc voilà, je voudrais les remercier, ainsi que nos collègues qui ne sont pas là, mais qui se sont également investis. Donc Stéphane Lefebvre du CNAM et Corinne Vercher-Chaptal de l'Université Sorbonne Paris-Nord, sans oublier Séverine Mathieu, qui a été là la plus grande partie du colloque pour le PHE et qui a pris la suite de Philippe Portier. Et Anne Rasmussen, dans sa modestie habituelle, ne voudra pas venir pour le HESS. Mais quand même, voilà. Sylvie, tu veux peut-être dire quelques mots ou pas, mais en tout cas, je voulais... Quelques mots. Déjà, merci d'avoir participé, d'être là encore. Moi, donc, je suis Sylvie, parce qu'en fait, je ne me suis pas encore présentée alors que j'étais chairwoman, comme on dit. Je suis Sylvie Olitro et je suis directrice de la recherche à l'école de la santé publique, HESP. Donc, et j'ai été très contente, de monter. Et je remercie aussi Marie, parce que quand même, c'est quand même Marie qui était à l'œuvre. Nous, on était juste ensuite. Oui, pas grand-chose à ajouter. Je pense qu'il faut laisser la place aux questions, mais remercier aussi Marie et puis me réjouir de ce séminaire, et je pense qu'il y en aura d'autres après. Voilà. Alors, avant qu'on les libère pour qu'elles puissent aller prendre leur train et revenir à Besançon, maintenant que nous revenons à des formats en présentiel, je voulais savoir si vous aviez des questions, des remarques, des commentaires. Oui. Hop, merci. Merci beaucoup pour cette passionnante intervention. J'avais une question sur la question de l'interprétation des réglementations, parce que vous mettez en avant des pratiques qui sont effectivement très, très au-delà de ce qu'étaient les pratiques réglementaires, pratiques préconisées par les règlements à l'époque. Est-ce que vous avez pu documenter d'où viennent les impératifs d'action aussi au-delà des règlements? Est-ce que c'est les personnes elles-mêmes qui se l'imposent en fait en forme de zèle? Est-ce qu'il y a quelqu'un à l'extérieur qui leur dit de faire? Et quel est ce quelqu'un? Et pourquoi est-ce que ce quelqu'un leur dit ça? Est-ce que c'est une mécompréhension des normes? Est-ce que c'est une tentative de zèle? Ou est-ce que c'est en fait juste des pratiques totalement différenciées, peut-être même pécuniaires, parce que ça coûte cher un cercueil en zinc quand même. Alors là, en l'occurrence, on est plutôt sur des soignants que sur des opérateurs funéraires, mais la première des difficultés, c'est la caractérisation de qu'est-ce que c'est qu'une mise en bière immédiate, qui est une caractéristique qui a été appliquée. Enfin, c'est une disposition qui existe dans d'autres pays que la France, mais dans d'autres pays en Europe, ça n'a pas du tout été mis en œuvre. Et cette question de la mise en bière immédiate, c'est aussi ce qui a généré toutes ces difficultés-là, puisqu'en fait, d'une part, ça a amplifié la peur, puisque nécessairement, c'est des protocoles qui sont souvent appliqués dans des situations de maladies qui sont particulièrement virulentes et qui sont particulièrement inquiétantes. Donc, je pense que ça a amplifié les choses. Ensuite, sur la deuxième partie de votre question, qui sont éventuellement les promoteurs ou les personnes qui explicitent la réglementation? Il y a plusieurs niveaux. Il y a évidemment les ARS, donc il y avait des grilles de lecture qui étaient très différentes en fonction des ARS. Il y avait parfois les médecins coordinateurs au sein des EHPAD, parfois la direction des EHPAD. Donc c'était variable en fonction des établissements, en fonction de leur culture et vraisemblablement également le rang du décès.
Parce que le premier décès, et là en l'occurrence c'était un premier décès, a généré dans un certain nombre de situations, il fallait marquer le coup entre guillemets et montrer que c'était pas un décès ordinaire. Et surtout la famille n'était pas présente, donc ça a pu aussi générer ces situations-là. Et après les acteurs ont commencé aussi à réfléchir sur ce qu'impliquaient ces pratiques, quels étaient les ajustements éventuels. On a vu des situations qui sont assez rares, de placement de masques sur les défunts aussi par exemple. Oui. Entre-temps, Philippe Terral, qui était sorti au moment où j'ai appelé les collègues qui ont aidé à co-concevoir ce colloque, est revenu. Donc voilà, j'ai signalé... Oui, alors allez-y. Oui, bonjour, merci pour cette intervention. Je voulais juste dire que ça faisait pas mal écho à ce que j'avais vécu parce que j'étais bénévole à la Croix-Rouge pour faire l'animation dans les EHPAD pendant cette période de Covid. Et c'était vraiment la mentalité de forteresse. Et ça retrouve pas mal dans ce que vous disiez, où il y a une forte incertitude, comme s'il y avait quelque chose à l'extérieur. Et enfin, si, pour le coup, il y avait vraiment quelque chose. Et voire même dans les EHPAD, même entre les différents services et les différents étages, où il y avait vraiment une séparation nette. C'était assez intéressant parce que nous, on allait sur beaucoup d'EHPAD différents et on naviguait entre beaucoup d'étages. Et il y avait vraiment différentes règles. On avait vraiment l'impression des fois que c'était même pas la même maladie d'un EHPAD à un autre, où on changeait à chaque fois des différences. Oui. Voilà, c'était... Dans certains établissements, les bénévoles ont été de fait, je ne sais pas si on peut dire exclus, parce que c'est assez normatif que de le dire comme ça, mais ils n'ont pas pu pénétrer dans les établissements, alors que dans d'autres, il y a pu y avoir encore des liens. Il y a eu des ajustements variables. On est en train d'écrire un autre article sur la question de l'habiter en EHPAD, et il y a eu des différences assez manifestes en fonction des établissements, qui étaient aussi liées à la circulation du virus. Et sur d'autres recherches que l'on a pu conduire sur des territoires proches, par exemple sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui est la région sur laquelle j'ai documenté le plus, réalisé le plus de terrain, sur la première vague entre Lyon et Grenoble, la situation était diamétralement opposée. Parce que le virus circulait à Lyon, il ne circulait quasiment pas à Grenoble pendant la première période. Donc ça a beaucoup joué quand même. Oui, non, je suis d'accord avec ça. Simplement, vous parliez de forteresse et certains ont aussi évoqué le vocabulaire carcéral en parlant de prison ou des soignants même disant on est des geôliers. Donc ça fait écho aussi à ce que vous avez pu expérimenter. Ouais. Est-ce qu'il y a peut-être une dernière question ou dernière remarque? Sinon, nous allons conclure ce colloque. Merci beaucoup, Élodie et Gaëlle. Merci à l'équipe de Prems. Voilà, qui a fait que j'ai été très détendue pendant 2 jours. Et pour cet accompagnement tout à fait fameux, merci à la recherche publique. Voilà, ce colloque n'aurait pas existé sans un financement du ministère de la Recherche et donc cet accompagnement de plusieurs organismes, institutions et universités de recherche. Et merci bien sûr à tous les intervenants, participants. Et donc ce colloque, d'ici quelques temps, tout est un peu lent ces dernières semaines, mais on a beaucoup à faire, sera mis en ligne et vous en recevrez le lien. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation de semaine, un très bel été, parce que tout le monde a beaucoup travaillé cette année. Voilà, et bonne fin de journée. Au revoir.